Bonjour à tous, pour ce troisième épisode de Remarques en vrac, on va s'intéresser à l'Octavie du pseudo-Sénèque. Étant donné que c'est une pièce qui a été écrite il y a pratiquement 2000 ans, il faut quand même donner un peu de contexte historique, parce que sinon c'est pas facile. Donc pour faire un peu d'histoire romaine, on se rappelle que Octave, qui était donc le neveu de César, s'est proclamé le premier empereur romain, au 1er siècle avant Jésus-Christ. Donc après Auguste, il y a une succession d'empereurs dont le dernier était Romulus Augustule. Après Auguste, il y a eu Tibère. Après, il y a eu Caligula, après, il y a eu Claude, et c'est là où on entre dans le vif du sujet, parce que toute l'histoire tourne autour de la famille de Claude, et en particulier de son successeur qui était Néron. Donc l'arbre généalogique des Claudes, il est un peu compliqué, et on voit déjà pourquoi ça se passe mal. C'est donc la première femme de Claude était Messaline. Elle était assez libertine dans ses mœurs, et finalement, son mari, donc Claude, a fini par la tuer, mais il avait quand même deux enfants d'elle, qui étaient donc Octavie, qui est le personnage principal avec Néron de l'Octavie, et Britannicus. C'est là que ça commence à devenir un peu bizarre. Au Claude, c'est alors remarié avec sa nièce, qui est donc Agrippine, quitte à changer un peu la loi pour rendre ça légal, alors qu'avant c'était illégal, étant donné que c'était assez incestueux. Par conséquent, il a adopté comme son fils, le fils d'Agrippine, qui était Néron, qui est devenu empereur à la mort de Claude, avant même le fils de Claude, qui était donc Britannicus. Dans cette famille, les normes ne sont pas naturelles. Tout d'abord, Claude lui-même a été en fait assassiné par Agrippine pour qu'elle puisse promouvoir son fils. Donc une fois que Néron est devenu empereur, très rapidement il a fait assassiner son beau-frère, qui était donc son concurrent. Puis ensuite, pour consolider, on va dire, son pouvoir, il s'est marié à la fille de Claude, qui était donc aussi sa belle-sœur, qui était Octavie. Mais la catastrophe familiale ne s'arrête pas là, parce que Néron va à présent tuer sa propre mère, Agrippine, parce qu'elle menaçait un peu son pouvoir, alors même que c'est elle qui lui avait tout donné. Cela nous amène donc à l'action de la pièce qui se passe en 62 après Jésus-Christ. Et, très simplement, Néron ne veut plus de sa femme Octavie et préfère, on va dire, sa maîtresse, Protée, et compte donc divorcer. Pour présenter l'auteur, qui est le pseudo-Sénèque, il faudrait quand même déjà savoir qui est Sénèque. Sénèque, donc, c'est un dramaturge et philosophe romain qui était adepte de la philosophie stoïcienne. Et il est très lié à la famille royale parce qu'il était lui-même le précepteur de Néron et son conseiller. Finalement, en 65, après qu'une conspiration ait tenté de renverser Néron, ce dernier fera exécuter Sénèque, pensant qu'il faisait partie de la conspiration, en le forçant à se suicider. Alors, quel rapport entre Sénèque et ce pseudo-Sénèque qui serait l'auteur de cette pièce ? C'est très simple. Si cette pièce nous est parvenue, c'est uniquement parce que ceux qui étaient chargés de copier et de transmettre les textes ont cru que cette pièce était de Sénèque, et donc l'ont incorporée à leur liste de textes de Sénèque. Et donc, étant donné que les textes de Sénèque étaient considérés comme les meilleurs de l'Antiquité, cette pièce a été préservée, alors qu'on va dire que les autres, qui n'ont pas fait l'objet d'un même effort de préservation, sont aujourd'hui perdus. Mais alors, si des gens ont pensé que l'auteur de cette pièce était Sénèque, pourquoi ce serait pas le cas ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous dit que ce pseudo-Sénèque n'est pas en réalité le vrai Sénèque ? En fait, c'est assez simple, c'est que dans cette pièce, il y a un moment, un personnage qui fait en quelque sorte une prophétie, qui décrit la mort de Néron. Et en fait, les circonstances de sa mort sont exactement celles qui sont décrites dans les différents livres d'histoire et des autres historiens latins. Donc on peut penser que cette pièce a dû être écrite après la mort de Néron, parce que sinon on ne peut pas vraiment savoir comment il est mort. Et étant donné que Sénèque est mort avant Néron, ça semble assez difficile de croire que Sénèque était au courant de la mort de Néron. Finalement, l'auteur de l'Octavie sera à jamais inconnu, ou en tout cas on n'a aucun élément qui permette de nous dire qui il est. Il semble quand même qu'il était assez au courant de l'affaire politique et des différents détails sur la vie d'époque, donc on pense pas qu'il est né des siècles après, on pense quand même que c'est une pièce qui a été écrite au 1er siècle, mais alors peut-être 10 ans après la mort de Néron. Néanmoins, ce qui rend cette pièce exceptionnelle dans l'histoire, alors même qu'on ne connaît pas son auteur, c'est que c'est la seule fabula praetexta qui nous soit parvenue. Et alors qu'est-ce que c'est une fabula praetexta ? C'est une tragédie de sujet romain. Les pièces de Sénèque qui nous sont parvenues sont des fabula crepidata, c'est-à-dire des pièces à sujet grec. Donc même si l'auteur était romain, le sujet de ces pièces, c'était les mêmes sujets que les auteurs antiques comme Échille, Sophocle ou Euripide. Actuellement, cette pièce, qui est donc une pièce historique, est la seule pièce qui nous soit parvenue dont le sujet est romain, et qui raconte une histoire qui a vraiment eu lieu à Rome, et pas une histoire qui a eu lieu en Grèce, ou un mythe qui est propre à la mythologie grecque. Dans les vidéos suivantes, on étudiera en détail des aspects de la pièce,
Mais dans cette vidéo introductive, j'aimerais donner quelques précisions sur le théâtre antique et ses spécificités. Le premier détail qui saute aux yeux quand on étudie le théâtre antique, c'est la présence de ce personnage un peu obscur qu'est le chœur. En général, c'est un groupe d'individus qui participent directement à la pièce et à l'action, en tout cas c'est le cas dans la tragédie grecque, et qui concrètement discute avec les personnages, exprime son point de vue. Son rôle varie dans l'histoire de la tragédie grecque. Par exemple, chez Échille, il est très important. Dans les suppliantes d'Échille, c'est le personnage le plus important, donc qui correspond donc aux 50 d'Anaïde. Et c'est le personnage qui parle le plus et qui agit le plus sur l'histoire. Chez Sophocle et chez Euripide, il devient un peu moins important. Et chez Sénèque, il est encore moins important. Il est relégué à un rôle quasiment secondaire. C'est, à la fin des actes, il donne des informations supplémentaires sur le mythe. En l'occurrence, dans Médée, il raconte l'histoire de Médée avant l'action. Ici, la forme du chœur est un peu bâtarde, c'est-à-dire que comme dans les pièces classiques de Sénèque, c'est un personnage un peu hors scène, c'est-à-dire qu'il raconte encore des histoires supplémentaires, et il rappelle des mythes à l'auditoire, et en même temps, il y a quelques passages dans lesquels il parle à un messager, donc concrètement, il a une forme un peu bâtarde entre le vrai chœur incorporé, comme c'était le cas dans la tragédie grecque, et le chœur de Sénèque qui n'a plus qu'un rôle hors scène. Et il fait lui-même des commentaires hors scène sur l'action. On n'a pas l'impression que c'est un personnage, mais il fait quand même des commentaires. Par exemple, dans ce passage, après une longue plainte d'Octavie face à son destin, il dit « Le destin règle la vie des mortels, et l'homme ne peut se promettre rien de ferme ni de stable, ballotté qu'il est de hasard en hasard, par une puissance à redouter sans cesse, le temps. Raffermis-toi en songeant aux nombreux exemples offerts par votre maison. En quoi la fortune a-t-elle été plus dure avec toi ? Une autre caractéristique essentielle, c'est l'invocation permanente de mythes communs. Par exemple, puisque Néron a épousé Octavie, qui était sa belle-sœur, on va faire une comparaison entre leurs destins respectifs et celui des dieux, en l'occurrence entre Jupiter et Junon, ou pour les Grecs, Zeus et Héra, qui étaient eux-mêmes frères et sœurs. Et ainsi, quand Octavie se plaint du fait qu'elle est trompée par Néron, sa nourrice va faire appel au mythe de Junon et Jupiter. De même que Zeus a fait de nombreuses coquettes, mais a toujours fini par revenir vers sa femme, Néron finira in fine par revenir vers Octavie, donc dans ce passage. Donc elle, c'est Héra. Elle finit par triompher la souveraine épouse, grâce à une soumission patiente et en cachant son dépit. Junon la souveraine retient seule, sereine, le tonnant dans sa couche céleste. Jupiter ne se laisse pas séduire par la beauté des mortels et ne quitte pas les hauteurs du palais. Quant à toi, sœur et épouse d'Auguste, sois sur terre une seconde Junon et triomphe de tes grands ressentiments. Ici, pour, on va dire, décrire l'avenir, on fait donc appel à des mythes communs. Mais même au-delà de toute discussion ou de toute prédiction, les personnages aiment beaucoup se rapprocher, on va dire, de personnages mythiques. Par exemple, le début du texte commence avec cette plainte d'Octavie. Maintenant, du ciel, aurore éclatante chasse les astres mobiles. Titan surgit, sa chevelure rayonnante, et rend à l'univers la clarté du jour. Allons, accablé de malheurs si grands, si nombreux, reprends la plainte qui t'est maintenant habituelle. Quelle est-ce derrière elle la plainte des alcyons marins, derrière elle la plainte des oiselles fils de pendion, car plus terrible que le leur est ton sort. Enfin, un dernier élément crucial du théâtre antique, c'est l'idée de destin implacable. Ça se manifeste par exemple par les prédictions. Agrippine, qui est la mère de Néron à l'acte 3, sort du Tartare et annonce la future mort de Néron en donnant les détails. Et justement, c'est grâce à ce passage qu'on sait que Sénèque n'est pas l'auteur de cette pièce. Et plus généralement, les prophéties et les songes ne se trompent jamais, même s'il faut reconnaître qu'il y a une certaine latitude pour les comprendre. Par exemple, Protée, juste avant son mariage, rapporte à sa nourrice un songe dans lequel elle se trouvait avec son ancien mari, et d'un coup, pour la citer, Néron fit brusquement irruption chez moi et, dans la gorge, plongea son glaive cruel. Ici, le truc, c'est que déjà, que signifie ce songe ? Et même de quelle gorge s'agit-il ? La gorge, est-ce que c'est celle de son ancien mari ? Est-ce que c'est celle de Protée ? Est-ce que c'est celle de Néron ? Ce qui est assez amusant, c'est qu'en fait, les trois interprétations, d'un point de vue historique, sont possibles, parce que les trois personnages en question sont morts de la main de Néron. Néron s'est suicidé, Protée a été tué par Néron, et son ancien mari a aussi été tué par Néron. Mais quelle est l'interprétation de ce songe ? Par exemple, la nourrice, elle propose une interprétation, qu'à dire assez douteuse, mais possible. C'est elle dit « Le glaive enfoncé dans la gorge par le prince ton époux signifie qu'il ne fera pas la guerre et que la paix tiendra le glaive dans le fourreau. » Donc pourquoi pas, mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a toujours cette idée de destin implacable, parce que les prophéties ne se trompent jamais, mais par contre, il y a toujours une certaine latitude pour les comprendre. Un autre mot couramment employé pour signifier le destin implacable, c'est celui de la fortune,
qui vient et s'en va, bénit les mortels, les maudit, et qui fondamentalement joue un rôle très important, on va dire, dans le destin de l'humanité. Par exemple, la nourrice d'Octavie, elle dit ça. Voilà pour tous ces gens un spectacle. Le coup soudain de la fortune endormie qui renverse une maison naguère toute puissante, la famille de Claude. Ou encore ce passage de discussion entre la nourrice et Octavie. Puissent ces mots de mauvais augure être sans effet, mon sort actuel, ce sont les destins, non tes désirs qui le règlent. Ce caractère assez aléatoire et incompréhensible de la fortune trouble assez les personnages qui, on va dire, questionnent même le sens de leur religion. Par exemple, ici à propos de Jupiter, « Ô Père souverain, pourquoi ta main royale lance-t-elle si souvent d'infaillibles carreaux sur des cibles inutiles et vaines ? Pourquoi ta droite ne sévit-elle pas contre un si grand criminel ? Que ne paie-t-il pas les forfaits qu'il a commis, le tyran oppresseur qui soumet la terre à un joug honteux et dont l'immoralité entache le nom d'Auguste ?» Justement à propos de Néron. C'est fini pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Les prochains épisodes étudieront des aspects particuliers de la pièce, comme par exemple sa description de la tyrannie, ou qu'est-ce que cette pièce nous révèle sur le monde romain, qu'est-ce que cette pièce a de spécifiquement romain. En attendant, j'espère que ça vous a plu. Au revoir.